Madame, Monsieur, heureuse de vous retrouver pour le journal sur Business 24 Africa. Au sommaire de cette édition, Management des talents, Deloitte Côte d'Ivoire et ESPC livrent des stratégies. L'établissement d'enseignement supérieur privé BEM Abidjan inaugure son nouveau campus et lance une école pour les dirigeants africains. Nous parlerons aussi de la chaîne d'approvisionnement agricole. Le projet Fit for Fair fait son bilan. Et puis à Ferkessédougou, le FDFP et SECO forment 79 jeunes dans le cadre de la deuxième édition du projet d'apprentissage. Management des talents à l'ère des ruptures. Un enjeu stratégique pour les entreprises, c'est le thème central d'un panel qui a réuni experts du domaine et dirigeants des grandes entreprises. Organisé par le cabinet Deloitte Côte d'Ivoire, cette masterclass a renforcé les capacités des entreprises à travers un partage d'expériences sur la question de la gestion des talents. C'était en présence de Walter Kofi et Marie-Lucie Siri. Comment identifier, coacher et bénéficier du plein potentiel d'un jeune talent, surtout à un moment où les ruptures économiques, technologiques et sociales sont une réalité? La question a fait l'objet d'échanges autour d'un panel qui a réuni leaders d'industrie, les professionnels des ressources humaines et des cadres dirigeants. Parmi ces derniers, Véronique Tran, professeure à l'université, qui a mis en lumière les défis spécifiques au développement des talents. On a beaucoup parlé de différences générationnelles, mais finalement, le point commun avec toutes les générations, c'est qu'aujourd'hui, on aspire à autre chose. On est en quête de sens, on a envie vraiment de pouvoir faire un métier, d'en changer, mais il faut que ça corresponde à un projet personnel. Les échanges se sont poursuivis avec l'intervention de dirigeants d'entreprises qui ont livré leur expertise sur l'évolution du management des talents. Des talents, ce n'est pas que des compétences en management. On peut avoir de l'expertise sur des métiers, par exemple, techniques. Donc on a créé également une filière expertise pour permettre à des gens d'évoluer, même sur des métiers très techniques, sans forcément aller dans un cadre de management. Donc déjà, je pense que c'est permettre d'aller vers de la formation, aller vers des programmes spécifiques pour leur donner des opportunités. Cette masterclass est une initiative de ESCP, Business School et Deloitte Côte d'Ivoire, dont la volonté à travers cette masterclass était de mettre en lumière l'importance croissante du management stratégique des talents dans un monde en transformation. La jeune génération, c'est le vivier et c'est le socle des entreprises, puisque les jeunes talents, aussi bien chez Deloitte que dans la plupart des entreprises, sont importantes pour... Nous, on recrutons à peu près 500 collaborateurs, jeunes collaborateurs chaque année. Et je pense que, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans le monde, les recrutements de jeunes générations se font au quotidien. Donc, nous n'avons pas d'autre choix que de nous adapter. Rappelons que ESCP s'engage depuis plus de 200 ans à former des leaders responsables, audacieux et créatifs. Dans cette initiative avec Deloitte Côte d'Ivoire, les deux groupes veulent souligner la nécessité pour les organisations d'innover, d'adapter et investir dans le capital humain afin de prospérer dans un environnement toujours plus complexe et imprévisible. BEM Abidjan, établissement d'enseignement supérieur privé, a inauguré son nouveau campus à la Riviera Bonoumin. Cette cérémonie a également marqué le lancement de l'école des dirigeants africains, une initiative en partenariat avec HEC Montréal. Ce programme vise à offrir des formations certifiantes innovantes adaptées aux besoins des cadres et dirigeants africains dans un contexte économique mondial en perpétuelle mutation, nous disent Fulgence Canon et Valentine Kra. À travers l'ouverture de son nouveau campus à la Riviera Bonoumin, BEM Abidjan, établissement d'enseignement supérieur privé, réaffirme son ambition de former des managers agiles et performants, capables de s'adapter aux exigences d'un monde en perpétuelle évolution. Dans cette dynamique, l'institution a annoncé le lancement de l'école des dirigeants Afrique, une initiative novatrice en partenariat avec HEC Montréal et Kedge Business School. Accompagne BEM depuis très nombreuses années, depuis 2008 en particulier à Dakar, avec des programmes de Kedge qui sont installés là-bas. Depuis 2016, un peu plus particulièrement, puisque nous avons scellé un partenariat non plus simplement académique, mais aussi capitalistique. Et puis évidemment, depuis 2020, ici à Abidjan,
depuis l'ouverture de BEM à Abidjan, sur un précédent campus et maintenant sur ce campus qu'on est ravis d'inaugurer aujourd'hui. Le nouveau campus offre plus d'opportunités à notre communauté, à la fois à nos étudiants, bien sûr, qui doivent être installés dans en tout cas la meilleure des infrastructures. Et c'est pourquoi nous avons très vite, à partir de 2020, réfléchi à avoir un nouveau campus à Abidjan pour que nos étudiants soient dans les meilleures conditions. L'école des dirigeants Afrique veut donner aux leaders africains des outils de pointe pour relever les défis du 21e siècle. Propulsée par HEC Montréal en collaboration avec BEM Abidjan, elle s'adresse à toute personne aspirant à un leadership d'impact et pragmatique capable de transformer les organisations. Dans les dernières années, fort d'une grande collaboration avec BEM Executive Education, nous avons décidé de lancer un projet innovateur et ambitieux pour l'Afrique, donc l'École des dirigeants Afrique. Donc, la date du 20 février 2025 va, je pense, passer à l'histoire avec le lancement aujourd'hui d'un portefeuille d'un premier groupe de 10 programmes certifiants en collaboration, donc École des dirigeants HEC Montréal et BEM Executive Education. L'école des dirigeants propose 10 programmes de formation certifiants, dont 4 immersifs à Montréal en collaboration avec BEM Executive Education. Ces formations courtes seront dispensées via le réseau des institutions BEM à Montréal, en ligne ou directement en entreprise. L'inauguration s'est achevée par une visite du nouveau campus et la traditionnelle coupure du ruban. Dans ce journal, il est aussi question de la chaîne d'approvisionnement agricole. Le Conseil national des exportations a organisé un atelier de restitution à mi-parcours du projet Feed for Fair. Ce projet, lancé en février 2024 en collaboration avec le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement et de la GIZ, vise à renforcer la durabilité de la transparence des chaînes d'approvisionnement agricole ivoiriennes. Pour faire simple, rendre les produits agricoles ivoiriens accessibles au marché européen malgré les nouvelles lois. Philippe Zabo et Christian Guéhi. Le projet Feed for Fair, exécuté par le Conseil national des exportations, a pour but de permettre à la Côte d'Ivoire de créer un environnement qui permette aux acteurs des chaînes d'approvisionnement de se conformer à la loi européenne sur la déforestation et la loi allemande et européenne sur le devoir de diligence des entreprises dans les chaînes d'approvisionnement. C'est l'analyse de ce projet à mi-parcours qui fait l'objet d'un atelier. Notre rôle, c'est de faire en sorte que toutes les expertises nécessaires au niveau national puissent converger vers les nouvelles actions, les nouvelles lois et les nouveaux règlements d'entrée des produits transformés fabriqués en Côte d'Ivoire, produits en Côte d'Ivoire sur les marchés européens. C'est un alignement à faire pour permettre à nos produits d'être toujours compétitifs et de pouvoir toujours rentrer sur ces marchés-là de par l'évolution des marchés qui sont liés aussi au développement durable. Avec les nouvelles réglementations de l'Union européenne, les produits qui sont issus des pays comme la Côte d'Ivoire doivent respecter un certain nombre de normes. L'une de ces normes, c'est évidemment la déforestation, donc ils doivent être exempts de déforestation. Mais l'autre aspect, c'est le devoir de diligence. C'est-à-dire, à ce niveau, on regarde les aspects sociaux. Prévu pour 2 ans, Feed for Fair est un projet conçu et financé par le gouvernement fédéral allemand. Nous, ici en Côte d'Ivoire, l'Allemagne, nous avons un partenariat étroit, partenariat de coopération bilatérale qui verse sur le développement et le climat. Donc c'est pour cela une des raisons pour laquelle un projet comme tel, Feed for Fair, qui a comme but la protection des populations pour lutter ensemble pour tout ce qui est les changements, les effets négatifs des changements climatiques et travailler ensemble pour protéger les populations. À la fin de la journée, nous sommes tous affectés. Le projet Feed for Fair est financé par l'Allemagne à hauteur de 4 millions d'euros pour 6 pays. Il prend fin en 2026. Ouvrons un chapitre sur la santé. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a officiellement démarré sa rentrée budgétaire 2025. Avec un budget de plus de 747 milliards de francs CFA, le ministère prévoit la mise en œuvre de 181 activités prioritaires reparties en 15 actions et 5 programmes budgétaires. Mais avant, il est bon de rendre compte du bilan des activités de 2024. Et c'est ce
qui a réuni le directeur de cabinet du ministre Pierre Demba et les acteurs de santé face aux représentants du ministère des Finances. Le compte-rendu de Marius Siri, commenté par Mondésir Nascimento. C'est la rentrée budgétaire 2025 au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Occasion pour les directeurs généraux, directeurs départementaux et directeurs centraux de faire le bilan des actions réalisées au cours de l'année 2024 face aux représentants du ministère des Finances. 624 milliards 433 millions 241 304 francs CFA. C'est le budget global alloué pour 2024. Ce montant a permis de réaliser plusieurs actions selon le ministre Pierre Demba, représenté par son directeur de cabinet, Dr Kofi Akacharles. La couverture maladie universelle continue de progresser, atteignant 14% des usagers avec plus de 2000 établissements conventionnés. Cela témoigne de notre détermination à offrir une couverture de santé à un maximum de personnes dans notre pays. En matière de vaccination, des progrès significatifs ont été réalisés. Plus d'1 million d'enfants âgés de 0 à 11 mois ont été vaccinés en routine avec le Penta 3, atteignant une couverture de 95%. Chers responsables de programme, chers gestionnaires de crédit, pour le précédent exercice budgétaire, nous avons exécuté le budget à hauteur de 97,28% contre un objectif de 99,66%. Je tiens à vous féliciter pour ce résultat qui témoigne d'un travail collectif remarquable. Bien que nous ayons été proches de notre objectif, nous ne l'avons pas atteint. Je vous exhorte donc à redoubler d'efforts et à privilégier surtout le dialogue dans notre gestion. La rentrée budgétaire du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle s'inscrit dans le cadre de la communication gouvernementale, un aspect fondamental pour la transparence et l'efficacité de l'action publique. Le programme national de lutte contre le sida en Côte d'Ivoire a célébré à Abidjan 3 de ses agents admis à faire valoir leur droit à la retraite après des services rendus dans le cadre de la lutte contre le sida. À cette occasion, le directeur général de la santé qui a représenté le ministre en charge de la santé a salué l'apport de ces agents dans la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. Cette rencontre d'au revoir a donné lieu à un moment de partage festif entre tous les agents du PNLS. Revivons cette cérémonie d'au revoir avec nos reporters Pierre Tebeu et Ndran Salomon. Le cadre a été bien choisi pour dire au revoir à ces 3 agents du programme national de lutte contre le sida admis à faire valoir leur droit à la retraite. Comme une seule famille, ils ont été célébrés. Dr Ladji Nazagei Patrice, ancien coordonnateur adjoint, Nyonoué Laurent Patrice, ancien responsable, et Zongo Wamnoaga, technicien de surface, ont été célébrés comme il se doit pour service rendu au programme dans le cadre de lutte contre le VIH-Sida. Je suis sûr que même après mon départ, le programme continuera et ceux qui sont là, ils feront en sorte que d'ici 2030, le VIH-Sida ne soit plus un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. C'était un grand plaisir pour moi de travailler avec toutes ces personnes présentes là et d'apprendre de chacun d'eux sur le plan humain, sur le plan du travail aussi. En même temps, un pincement au cœur que nous voyons partir, mais aussi c'est une joie pour le travail qu'ils ont accompli, pour la leçon d'humilité, de travail acharné, de l'abnégation qu'ils nous ont légué. Donc c'est pour ça que nous sommes heureux de leur départ parce qu'ils ont contribué de façon inestimable à la lutte contre le sida dans notre pays. Le programme national de lutte contre le sida a des agents qui partent à la retraite. Nous voulons faire remarquer que le programme de lutte contre le sida a beaucoup œuvré pour qu'on puisse avoir des bons résultats dans le cadre de la lutte contre le VIH. Aujourd'hui, ceux qui partent à la retraite sont des personnes qui ont à la fois aidé au niveau technique, administratif, aussi en termes de techniciens de surface. Nous voulons ici, au nom du ministre de la Santé, Hygiène publique et la couverture maladie universelle, les remercier. Au cours de la cérémonie, ils ont
étaient couverts de nombreux présents signes d'amitié et de fraternité qui les ont toujours caractérisés au programme national de lutte contre le sida. Une nouvelle vie qui commence pour ces 3 ex-agents du PNLS. La 3e édition des alumni de l'INPHB a eu lieu à Yamoussoukro. Elle a réuni les anciens élèves désireux de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Le directeur général de l'INPHB, Moussa Diaby Abdul Kader, soutient cette initiative, tout comme le ministère de tutelle qui valorise l'engagement des alumni. L'événement a inclus un panel de discussion et une exposition favorisant les échanges d'idées et le renforcement des liens entre les générations d'anciens élèves. Charles Kouakou, commentaire Soro Estelle. Suite à la récente modification des statuts de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny INPHB, il a été officiellement établi que le réseau des anciens élèves, communément appelé alumni, doit occuper une place prépondérante au sein du conseil de gestion de l'Institut. Cette intégration vise à permettre aux alumni d'exercer une influence significative sur les décisions stratégiques prises au sein de ce conseil. Dans ce contexte, la 3e édition de la journée des alumni s'est tenue le samedi 15 février 2025 à Yamoussoukro, rassemblant de nombreux anciens élèves de l'établissement. Ces derniers, désireux de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire grâce à leurs diverses positions d'influence, ont affirmé leur volonté collective de collaborer pour renforcer le rayonnement de l'Institut, véritable fleuron de l'éducation en Côte d'Ivoire. Le directeur général de l'INPHB, Moussa Diaby Abdul Kader, a exprimé son soutien indéfectible à cette initiative. C'est toujours donc une grande fierté pour nous de voir la forte communauté des alumni de l'INPHB que vous formez ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger, présents dans toutes les institutions étatiques, les entreprises privées et même en tant qu'entrepreneurs. Cette grande communauté INPHB alumni se démarque par son excellence dans tous les domaines auxquels elle appartient. C'est donc une réelle fierté pour nous. Cette dynamique collaboration est également encouragée par le ministre de tutelle qui reconnaît l'importance de l'engagement des anciens élèves dans le développement institutionnel et académique de l'INPHB. Je voudrais dire au nom du ministre que vous représentez l'écosystème du savoir-faire, du savoir-être et surtout du savoir-vivre. Vous êtes la fierté non seulement de cet établissement, mais vous êtes la fierté de la Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas d'émergence sans votre sagacité intellectuelle. Il n'y aura pas d'émergence sans votre savoir-faire. La 3e édition des retrouvailles des anciens élèves a été rythmée par diverses activités enrichissantes, notamment un panel de discussion, une exposition qui ont permis d'échanger des idées et de renforcer les liens entre les différentes générations d'anciens élèves. Restons à Bondoukou où les populations de la région du Gontougo, toutes tendances confondues, se sont mobilisées pour la cérémonie de présentation de vœux à la première autorité administrative de la région du Gontougo. Moment marqué par l'appel du préfet de la région du Gontougo et les différents corps constitués à œuvrer pour une année 2025 marquée par l'élection présidentielle apaisée. Faisons le point de cet événement avec Anissé Kouadio, notre correspondant régional. Nous sommes dans les jardins de la préfecture de Bondoukou où se déroule la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au préfet des régions, préfet du département de Bondoukou, Kouadio Bangou André, par les différents corps constitués, composés entre autres des directeurs et chefs des services du public, parapublic et du privé, les forces de défense et de sécurité, les jeunes et les femmes, les dignitaires religieux et traditionnels, les chefs des différentes communautés ethniques. Un véritable moment de partage et d'échange, de vœux mutuels. Tous ont souhaité à la première autorité administrative de la région des vœux sincères de bonheur, de paix et de santé afin que le représentant de l'État ait les capacités et les aptitudes à diriger la région pour le bien de tous. Pour les préfets des départements, secrétaires généraux des préfectures et les sous-préfets, pour vous réaffirmer leur disponibilité à travailler à vos côtés et à contribuer à relever de nouveaux défis. Au nom des membres de l'amicale des directeurs, chefs d'entreprise et de services du département de Bondoukou, priez Dieu pour qu'il renouvelle chaque jour en vous une pleine santé afin de continuer cette œuvre, la quête inlassable de la paix
sur le chemin du développement harmonieux de la région. Prenant la parole, Kwadjo Gbangbo André, préfet de la région du Grand Togo, a pour sa part invité la population dans leur ensemble, quelle que soit leur obédience religieuse, ethnique ou politique, à cultiver la paix pour ensemble aborder les défis du futur, notamment une élection présidentielle de 2025 apaisée pour le bien de tous. Nous sommes entrés dans une année électorale. Prions le Seigneur d'habiter le cœur de chaque Ivoirien. La politique n'est pas la guerre. On peut ne pas être des mêmes partis, mais aider à développer la région. Cette année 2025 est une année électorale. Kwadjo Gbangbo André a rappelé aux populations de Bondoukou de demeurer unies et solidaires, car Bondoukou constitue un cas d'école et une référence pour toute la Côte d'Ivoire à travers l'union de ses fils et de ses filles. Direction d'Aloa. Le syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire, SYNAPSI, œuvre depuis sa création pour la défense d'intérêts des producteurs du binôme café-cacao. Depuis quelques jours, le syndicat dénonce le bas prix d'achat du cacao. Il a fait savoir au cours d'une conférence organisée dans la ville. Je vous propose d'écouter Koné Moussa, son secrétaire général. Le constat est que le cacao est en Côte d'Ivoire à 1800 et tous les pays voisins, le cacao, les mêmes cacao achetés à près de 5 000 francs le kilo. Donc c'est ça que nous, on n'arrive pas à concevoir. Mais à côté de ce problème de prix, l'écart de prix, cela vient s'ajouter ce qu'on appelle dans nos jargons le reversement. Le reversement qui se fait au trésor public, c'est un reversement énorme. C'est ainsi que SYNAPSI demande au gouvernement de redistribuer 500 milliards aux producteurs dans l'ayant de reversement. Parce que c'est le reversement qui fait un manque à gagner au prix annoncé aux producteurs. Et terminons ce journal Affaires Kessédougou. La société d'exploitation cotonnière Olam, en collaboration avec le FDFP, a organisé la cérémonie de clôture de la deuxième édition du projet d'apprentissage dans la ville. L'objectif est d'améliorer l'employabilité des jeunes à travers une formation par apprentissage dans divers métiers, leur offrant ainsi des compétences pratiques et adaptées aux besoins du marché en facilitant leur insertion professionnelle. Le récit de Daouda Ouattara. Ils sont 79 jeunes, espoirs de la société d'exploitation cotonnière Olam de Ferkessédougou, qui ont passé 9 mois de formation, théorie et pratique, dans les locaux de la SECO, société d'exploitation cotonnière Olam, financée par les FDFP, Fonds de développement et de la formation professionnelle. Objectif, permettre à la SECO de disposer de personnel qualifié compétent. Ce projet de formation de type apprentissage, le second projet financé par le FDFP au profit de la SECO. Et il a concerné 79 jeunes, comme je l'ai dit, et permettra à SECO de disposer de personnel qualifié, compétent et immédiatement opérationnel en vue d'accroître sa productivité et sa compétitivité. De contribuer au programme national défini par le gouvernement qui vise à faire de l'employabilité et de l'insertion une priorité pour notre jeunesse. Olam Agri, à travers sa filiale SECO, se positionne donc comme un partenaire de choix pour le gouvernement en ouvrant ses portes grandement et aux apprentis et aux stagiaires, mais aussi en concrétisant son ambition par des emplois progressifs en vue de leur insertion. L'entreprise citoyenne Olam Agri, à travers sa filiale SECO, a si bien compris l'importance de ce partenariat qu'elle a favorisé ce projet d'apprentissage de 79 jeunes de la région dans le métier de conseiller agricole, de cariste, de chauffeur de poids lourds et au métier de l'égrenage. Vous avez été retenu parmi des meilleurs, je dirais parmi des milliers qui aspirent comme vous à un emploi. Que cette opportunité qui vous est offerte soit mise à profit. Ces 79 jeunes seront embauchés immédiatement par la société SECO afin d'atteindre ces objectifs. Et ce reportage met un terme à ce temps d'actualité sur Business 24 Africa. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours fidèles.